Donc simplement pour rappeler que les éléments que je vais évoquer ne sont pas nécessairement des éléments de position du COPA et de la COGECA, la structure pour laquelle je travaille, mais l'objectif est aussi un peu de dévoiler un peu nos discussions internes dans les groupes de travail et sur ces sujets des marchés et de la politique agricole commune, comme il a été fort bien introduit, où effectivement on peut se poser la question de est-ce que cette PAC que nous avons aujourd'hui, ou les racines de la PAC, sont-elles libérales, sont-elles régulationnistes, ou veulent-elles simplement répondre à un objectif de société, c'est d'abord d'assurer la sécurité alimentaire. Et tout ça en 20 minutes, c'est là où c'est très fort. Bien évidemment. Alors simplement, je voudrais quand même rappeler en 30 secondes là, le COPA-COGECA. Donc c'est une structure, une association européenne qui regroupe les agriculteurs et les coopératives agricoles. Pour la délégation française, c'est donc la FNSEA, les chambres d'agriculture, COP de France et la CNMCCA en tant qu'organisation affiliée au sein du COPA-COGECA. Grosso modo, c'est 70 organisations issues des 28 États membres. Et concrètement, ça veut dire 22 000 coopératives agricoles, les 13 millions d'agriculteurs dans l'Union européenne. Et si on veut être à la place des marchés, si on veut regarder les marchés, l'agriculture européenne, c'est 40 millions d'emplois. Agriculture et agroalimentaire, 40 millions d'emplois. Et c'est également 18 milliards d'euros de balance positive dans le commerce international. C'est le premier poste de balance positive dans le commerce international en Europe. Donc vous voyez que l'agriculture et l'agroalimentaire sont un des piliers de l'économie européenne aujourd'hui. Le dernier point, effectivement, c'est qu'on représente, on est très présent à Bruxelles, mais puisque l'OMC a été évoqué, bien évidemment, les instances internationales, je dirais que le 92, comme il a été bien, fortement justement dit, c'est lié à l'OMC. Cette ouverture des marchés, mais il faut aussi pouvoir l'anticiper. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les bilatéraux qui ont la cote que les questions multilatérales. Et il faut donc prévoir sur une PAC après 2020, regarder cette politique commerciale dans ces accords bilatéraux et quel cadre économique ou quelle perspective économique elle va offrir à l'agriculture. Donc sur les évolutions de la PAC, alors voilà, très simplement, effectivement, on a parlé de la productivité, c'était le fondement de la politique agricole commune dans les années 70, puisque je viens de Bruxelles, on va dire 70 même. Par la suite, dans les années 90, la compétitivité est quand même arrivée petit à petit, dans les questions d'investissement, puisqu'il y avait tout un deuxième pilier dans le développement rural et l'investissement dans l'exploitation qui a été développé. Et puis à partir de l'agenda 2000 et de la réforme de 2003, bien sûr, d'un côté, le découplage des aides, mais aussi l'intégration de plus en plus de questions de société. C'est le verdissement, ce sont la conditionnalité des aides, tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, effectivement, on a une politique agricole commune qui est une politique agricole, mais qui répond à des problématiques de société, et plus nécessairement uniquement à des problématiques agricoles en tant que telles. Et ça se confirme dans l'évolution des soutiens. Vous avez là le graphique sur l'évolution des soutiens agricoles jusqu'à 2020, donc de 90 à 2020. Vous voyez qu'effectivement, les soutiens sur le marché, donc là, cette intervention sur les marchés était prédominante. C'était l'essentiel des soutiens dans le cadre de la politique agricole commune. Et puis, vous voyez à partir de 2004, donc l'entrée dans l'Union à 25, où effectivement on a ce découplage. Et puis maintenant, depuis 2007, on a cette boîte verte qui est devenue prédominante, un découplage total. C'est dans le sens de la Commission 2014 était l'objectif pour atteindre le découplage total sur l'ensemble des États membres. Et on voit qu'effectivement, la gestion des marchés représente moins de 2 milliards d'euros, grosso modo. Il n'y a plus de soutien à l'exportation. Et le développement rural restant une part relativement constante dans les soutiens directs de la politique agricole commune. Or, ces soutiens directs sont aujourd'hui un peu, je dirais, décriés dans une situation de marché déprimé. Mais est-ce que ces soutiens directs sont si inflexibles que cela? Et si on regarde... Alors ça, c'est un graphique qui a disparu, mais c'est pas grave. Tout simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'on a des enveloppes nationales qui sont attribuées. Si je reviens en arrière, ce budget européen est divisé dans les 28 États membres. Et en fait, vous avez certains États membres, surtout les nouveaux entrants, ont appliqué un système simple de division au nombre d'hectares éligibles. Et donc vous avez vraiment un découplage total, et c'est 70% des paiements directs. C'est ce paiement-là, et puis vous avez les 30% de verdissement. Si vous rentrez dans des pays comme dans l'Union européenne ou dans l'Allemagne, vous n'avez plus, je dirais, sur l'ensemble des hectares éligibles, mais vous avez effectivement une redistribution qui devient très flexible au niveau national. Dans certains pays de l'Union européenne, le paiement direct ne représente plus que 20% de ce que reçoit l'agriculteur.
puisque vous avez l'aide sur la compensation de handicap, vous avez aussi la possibilité de redistribution des aides entre exploitations agricoles. Donc vous voyez que ce qui est présenté comme la base, je dirais l'élément commun de la politique agricole commune, en fait a beaucoup de flexibilité et donne beaucoup de marge de manœuvre aux États membres, à tel point je dirais qu'aujourd'hui on est quand même dans des niveaux de soutien couplés à des niveaux un peu historiques par rapport à 2003, puisqu'on est à plus de 14% de retour sur des paiements couplés au niveau européen, donc c'est quand même important. Dans certains États membres, on est à plus de 14%. Donc effectivement, on a a priori une politique agricole commune, mais dans les faits, les États membres ont beaucoup de flexibilité pour s'adapter, je dirais, essayer d'adapter leur soutien à leur filière. Le deuxième élément, donc la PAC et l'intervention sur les marchés, effectivement, on est devenu dans une politique agricole commune qui a un soutien public minimum, 100 eurotonnes pour les céréales. Si on fait la conversion pour le lait, effectivement, ça fait 21 cents du litre de lait, si on prend les prix d'intervention beurre et poudre. Donc effectivement, c'est le minimum. Mais on a déjà, je dirais, un ferment d'évolution dans les soutiens directs, dans l'intervention publique, c'est la possibilité d'activer d'une manière régionale l'intervention publique. Et donc d'éviter d'avoir une crise européenne, mais essayer de gérer quelques crises régionales. Exemple, si dans le secteur maïs, si la Hongrie, qui est très souvent un pays enclavé et qui a du mal à sortir sa production, effectivement, intervenir au plus tôt en Hongrie sur le maïs peut avoir un effet bénéfique pour l'ensemble des opérateurs. Donc là, effectivement, un élément intéressant. Deuxième point nouveau dans cette politique agricole que nous connaissons, c'est le fonds de gestion de crise. C'est un peu plus de 300 millions d'euros. Mais je dirais qu'il est peu efficace parce que lorsqu'on a un ensemble des marchés agricoles qui sont déprimés, personne ne veut toucher à ce fonds de gestion de crise, puisque effectivement les trésoreries des exploitations sont exsangues, donc réduire les paiements directs pour faire de l'intervention ou de la gestion de crise a peu de sens. Donc effectivement, on a un fonds de gestion de crise qui, je dirais, aujourd'hui est inefficace par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Troisième élément, la fin des soutiens directs à l'exportation. Il n'y a plus de restitution à l'exportation. Donc un élément que l'on avait, je dirais, dans la PAC, c'était de gérer les surplus en faisant des restitutions en exportant. Maintenant, c'est fini. Il faut prendre autrement la question du commerce et des débouchés à l'international comme effectivement un débouché à valeur ajoutée. Il ne faut plus réfléchir comme un débouché de surplus. Je pense que ça, c'est très important pour l'avenir et on a besoin d'outils particuliers. Quatrième point, c'est la fin de la gestion administrative de l'offre. On parle beaucoup de la fin des quotas laitiers aujourd'hui, étant donné le secteur et les difficultés qu'affronte le secteur laitier, mais dans le secteur sucre, ce sera l'année prochaine. Et puis le secteur vin, n'oublions pas qu'on est passé dans la gestion des droits de plantation, enfin des droits de plantation à un système beaucoup plus lax, en fait, qui permet au secteur viticole d'augmenter quand même ses superficies de production. Donc je dirais qu'il n'y a plus d'exception quelque part dans les différents secteurs de la gestion de l'offre. Effectivement, on va vers cette évolution. Bien ou mal, je dirais que si on regarde le secteur laitier, on est quand même dans une consommation mondiale des produits laitiers de plus de 2% par an. Le secteur viti, c'est la même chose. On a toute la région Asie qui est en train de s'ouvrir à la consommation des produits viti. Donc, est-ce que je dirais, cet abandon de la gestion de l'offre, est-elle négative en soi ou c'est une question d'adaptation des nouveaux marchés ? Les nouvelles relations entre la PAC et les marchés, j'ai principalement dit sur des mesures de gestion ou d'intervention de régulation. Il y a d'autres éléments importants qui ont été quand même intégrés depuis 2014. Je pense bien sûr au paquet lait. Le paquet lait est en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est la question de la contractualisation et de la négociation collective. Et la Commission, effectivement, et les États membres ont souhaité un peu expérimenter ce paquet lait, puisqu'il est temporaire, il devrait s'arrêter en 2020 s'il n'est pas reconduit. Et il permet quand même aux producteurs laitiers de se regrouper. Alors on peut discuter des limites dans les capacités à se grouper et à négocier collectivement. Est-ce que les contrats tels qu'ils sont définis ou les éléments du contrat tels qu'ils sont définis aujourd'hui au niveau européen sont suffisants pour assurer une symétrie dans la négociation entre les différents opérateurs ? Avec aujourd'hui on parle volume, prix et durée. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? On a sur ces questions de sortie de contrat, par exemple, ce sont des questions que nos membres ont beaucoup. Est-ce que là, on n'a pas une asymétrie entre le transformateur et le producteur, par exemple ? On a des éléments à traiter, je dirais, là-dessus. Donc, effectivement, là, on a à avancer. Et sur la négociation collective, aujourd'hui, elle est uniquement autorisée sur les céréales, la viande bovine et le secteur d'huile d'olive. Donc, vous voyez quand même qu'on a encore du chemin à faire si on veut traiter l'ensemble des filières.
Les assurances agricoles, vous savez qu'elles sont passées du premier pilier au deuxième pilier. Alors pour donner plus de flexibilité, mais je dirais que dans leur application aujourd'hui, on se rend compte quand même que les assurances agricoles sont plutôt en retrait dans l'usage au niveau national. Surtout l'Espagne et l'Italie les utilisent et assez peu d'autres États membres font appel à cette possibilité de financer des primes d'assurance sur les agricoles. Et enfin, un article qui n'est quasiment pas utilisé, je dirais, dans le cadre de la PAC actuelle, c'est l'article sur les interprofessions. La reconnaissance et le rôle des interprofessions est aujourd'hui dans cette politique agricole commune, telle qu'on la connaît, est assez peu développée, alors que si l'on regarde dans les différents États membres, si vous allez au Danemark ou aux Pays-Bas, je vais prendre encore un secteur spécifique tel que le lait, Campina, Friesland ou Arla Food, c'est une interprofession puisque ça collecte plus de 80% de la production et ça la transforme. Donc vous avez là de facto une interprofession en fait. Alors c'est peut-être très structuré, mais vous avez là un dialogue entre les producteurs et les entreprises qui transforment. Donc effectivement, ce rôle de l'interprofession aujourd'hui dans la politique agricole commune, je dirais, n'a pas encore été assez exploré et voir si effectivement il faut le retoucher dans les missions des interprofessions. Les enjeux des filières, très rapidement. Tout d'abord, et puisqu'on est aujourd'hui confronté à cette question de la volatilité des marchés, effectivement, et je pense que l'orateur suivant parlera beaucoup des marchés à terme, donc les seuls éléments que je voudrais dire sur les marchés à terme aujourd'hui, c'est que nous n'avons peut-être pas des marchés à terme qui sont des vrais marchés à terme européens. Dans le secteur des céréales, les producteurs français ont la chance d'avoir le Matif, les Anglais d'avoir l'IF, mais après, si vous êtes un producteur de céréales roumain et que vous devez faire un contrat où votre point de livraison est Rouen si vous ne respectez pas le contrat, quelle réalité économique ça lui donne? Est-ce que vraiment c'est un outil intéressant pour lui de connexion au marché, de couverture de risque? Donc là, effectivement, on a un élément manquant. Le deuxième élément manquant sur la volatilité des marchés, c'est que tout compte fait, on a une commission qui, par ce reflux sur les outils d'intervention, est assez déconnectée du marché, en fait, de l'évolution des marchés. Donc effectivement, le rôle aujourd'hui, c'est de voir tous ces outils qui sont remis en œuvre par la Commission. On parle des observatoires de marché, ça existe dans le lait, ça vient d'être créé dans la viande. Les questions des certificats à l'importation, donc tous ces bilans de campagne, je dirais aujourd'hui, sont très importants, mais on risque de manquer d'informations au niveau bruxellois pour pouvoir être plus réactif à l'évolution des marchés, parce qu'on voit qu'effectivement les marchés évoluent très vite. Ce n'est pas nécessairement d'une campagne à l'autre, et même au sein d'une campagne, il faut pouvoir s'adapter rapidement. Deuxième point important, c'est la question de la logistique est un élément clé dans le secteur agricole, c'est vrai dans le secteur des céréales, c'est vrai dans le secteur de la viande également. Si la logistique, les infrastructures, les capacités de stockage ne sont pas raisonnées aujourd'hui au niveau européen, on n'aura pas d'un marché unique qui fonctionnera correctement, et donc ça voudrait dire que les agriculteurs européens se coupent d'un outil de lutte contre la volatilité, mais aussi quelque part de pouvoir retrouver de la marge. Je rappelle aujourd'hui que dans les céréales, le coût de transport, c'est 8 à 10%. C'est 8 à 10 euros la tonne, pardon. Donc ce n'est pas négligeable dans le contexte actuel de compétitivité, de réfléchir et de voir comment on peut avancer sur ce sujet. Le dernier point important aussi, ce sont les standards de commercialisation. De plus en plus, effectivement, on a des tendances de certains États membres à vouloir passer aux standards de commercialisation écrits dans les textes. Qu'est-ce que le lait? Qu'est-ce que les céréales? Qu'est-ce que de la viande bovine? Vers des standards privés. Et le problème, je dirais, ou le risque des standards privés, c'est pas qu'ils soient privés, c'est qu'en fait, on ait une segmentation des marchés. Et qu'en fait, on n'ait plus de la circulation de marchandises sur le marché européen, sur le marché unique. C'est là, je dirais, cet élément-là auquel il faut vraiment prêter attention dans les futurs développements des filières, mais aussi de la politique agricole commune. Enfin, la position des agriculteurs au sein de la chaîne alimentaire, c'est un sujet aussi qui, je dirais, quasiment traîne de longue date. Sur ce sujet, le premier élément, c'est qu'on pense souvent à l'aval de l'exploitation agricole, donc ça veut dire les transformateurs et la grande distribution, mais on oublie assez souvent les intrants. Aujourd'hui, on fait face à une restructuration très importante des intrants agricoles, ne serait-ce que dans le secteur des semences. Vous avez vu que les restructurations rapides font qu'on aura 3 opérateurs mondiaux, quasiment sur le secteur des semences dans un proche futur. Sur les phytos, on a cette même évolution, Bayer, Monsanto, vous avez vu Syngenta avec un groupe chinois. Donc effectivement, si le secteur agricole et dans l'évolution de l'organisation des filières n'intègre pas non plus les intrants, ça pose à un problème. Et le développement de la digitalisation, du big data,
sera aussi un facteur de modification, je dirais, on appelle ça en bruxellois du business model, mais de l'organisation des filières. Si demain, effectivement, toute l'industrie des intrants peut prédire un peu les besoins des agriculteurs avec la digitalisation, est-ce qu'effectivement l'agriculteur aura encore le choix et les marges de manœuvre de négociation de ces intrants? Donc effectivement, le big data est un grand élément sur les intrants. Et sur la partie output, donc sortie d'exploitation, la question de la traçabilité, de l'interconnectivité des systèmes de digitalisation va faire aussi en sorte que les agriculteurs pourront avoir accès à l'ensemble du marché européen ou juste à un ou deux opérateurs. Et là aussi, ce sera très important dans l'organisation des filières. La contractualisation comme élément de gestion de l'offre, alors attention, soyons clairs, il ne s'agit pas de dire que le contrat est quelque chose qui doit limiter la production, mais il est clair qu'il va clarifier les relations. Si un producteur décide de produire du lait à 20 cents du litre de lait et que c'est écrit dans son contrat, ça veut dire qu'il en prend aussi la responsabilité de pouvoir répondre à ses coûts de production. Donc c'est une manière, je dirais, d'anticiper la question de l'offre. Et c'est en ça que pour nous, effectivement, la contractualisation, et dans les débats que nous avons dans les différents groupes de travail, il nous semble très important de pouvoir améliorer cette question de la contractualisation. Il y a une task force qui est mise au niveau de la DG Agri, et dont ce sera probablement l'essentiel, je dirais, du travail positif, concret, dans ce sens de produire d'évolution de texte, ce sera sur la question de la contractualisation. Alors je sais qu'il y a la question des coopératives, avec la statut, qui sont exemptées aujourd'hui dans le paquet lait, mais il n'empêche que à un moment donné, il faudra bien réfléchir, puisque vous aurez les contrats avec les organisations de producteurs, avec le secteur privé, les coopératives avec leur statut, mais tout compte fait, ce sont des agriculteurs qui sont face, je dirais, à la volatilité du marché. Et donc il faudra quand même traiter les opérateurs ensemble, et c'est pour ça qu'au COPA-COGECA, on le traite ensemble, cette question de la contractualisation. Il ne s'agit pas de prendre un seul point de vue d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, mais il est important que ces flexibilités soient réfléchies, parce que par exemple en Allemagne, les agriculteurs et les coopératives réfléchissent effectivement, est-ce qu'un agriculteur doit livrer 100% de sa production à une coopérative? Comment doit-il sortir d'une coopérative? Vous voyez, ces ensembles d'éléments sont importants et vont définir quelque part la question de la couverture de risque de l'agriculteur. Les pratiques abusives au sein de la chaîne alimentaire, je n'approfondis pas plus. Je pense que vous savez, vous voyez de ce dont je veux parler. Je pense qu'un élément important à clarifier, que ce soit vrai en France, mais dans d'autres pays, tels qu'en Belgique, tels qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, c'est le rôle clair de la négociation collective des organisations de producteurs et des coopératives agricoles. Or, aujourd'hui, on a souvent l'impression d'avoir un débat de confrontation ou d'opposition entre deux modèles, les organisations de producteurs, les coopératives agricoles. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, certaines coopératives agricoles ont mis en place des organisations de producteurs. Ils peuvent être des liens directs, je dirais plus ancrés sur le territoire pour des coopératives qui ont tendance à devenir des acteurs internationaux. Donc ça, c'est important. Et le deuxièmement, la négociation collective. Est-ce qu'effectivement, la négociation collective doit s'arrêter au premier opérateur uniquement ou aller plus loin? Et là, effectivement, se pose la question pour le secteur de la viande bovine, puisqu'aujourd'hui, la négociation collective ne concerne, je dirais, que le premier acheteur, et pas le deuxième acheteur, ni l'abattoir, par exemple. Donc est-ce qu'effectivement, la question de la négociation collective doit s'arrêter uniquement au premier opérateur? Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte dans la réflexion des organisations des filières. La volatilité et le développement des marchés, on le voit aujourd'hui dans les céréales, dans le secteur laitier. On a des cycles de volatilité qui sont beaucoup plus courts. Le super cycle des matières premières, tout le monde nous parle de la fin de ce cycle, de ce super cycle des matières premières. Mais les agriculteurs, eux, n'investissent pas nécessairement en fonction de ces cycles. Et leur durée d'investissement est plutôt sur une période de 20 ans et non pas sur des périodes de 3 à 5 ans. Donc effectivement, dans cette réflexion sur les filières, comment concilier un investissement dont la rentabilité est prévue sur 20 ans, alors que nous avons des cycles de volatilité, eux, qui sont beaucoup plus courts. Et là, on a cette confrontation entre la volatilité et la décapitalisation. Les opportunités et risques des marchés extérieurs, je l'évoquais, la politique commerciale très importante, les garanties à l'export. Exporter, effectivement, peut apporter de la valeur ajoutée, mais expose aussi l'agriculteur ou les filières à des risques politiques. On le voit avec la question de la Russie. Les filières ont été fortement déstabilisées avec l'embargo, notamment sur la Russie. Des risques de non-paiement, de convertibilité, de taux de change. Un ensemble de risques, effectivement,
qui sont non négligeables, qui sont nouveaux, je dirais, peut-être pour un certain nombre de filières. C'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur lait, la filière laitière, se retrouve confrontée à des risques qu'elle n'avait peut-être pas évalués il y a 10 ans, en fait, et qui sont nouveaux sur ces opportunités à l'exportation. Dans le secteur porcin, la même problématique. Donc, cette question de garantie à l'export et les stratégies des filières par rapport aux négociations commerciales. Aujourd'hui, on parle beaucoup, d'un point de vue politique, de la négociation UE-USA, mais qui parle aujourd'hui de la négociation UE-Japon? Or, pourtant, le Japon, rien que sur la viande bovine, c'est à peu près 25 000 tonnes. Donc, vous voyez qu'effectivement, est-ce qu'on se colle à la réalité de la stratégie de la négociation commerciale? Et les prévisions d'un possible accord avec le Japon, c'est fin de cette année, début de l'année prochaine. Je ne suis pas en train de parler d'une négociation qui va se conclure dans 5 ans. Donc, effectivement, les filières aussi, s'adapter à l'agenda de la négociation Union européenne est de plus en plus important. Donc les éléments... Alors assez rapidement, parce que vous m'avez déjà carotté 2 minutes, Arnaud. 2 minutes. Alors simplement, juste pour rappeler, la compétitivité est une sorte de course, c'est comme une course cycliste, donc l'essentiel est de lever les verrous, les freins à cette compétition. Et les éléments que l'on pourrait approfondir, c'est que le commerce international doit devenir le 3e pilier de la politique agricole commune. C'est très important. Je l'ai déjà évoqué sur les outils d'aide à l'export, sur la promotion, d'être beaucoup plus dynamique et anticipatif. Les paiements directs, je ne parle que sous un aspect angle de marché, ça reste un filet de sécurité pour le revenu agricole. Je mets de côté les autres débats budgétaires, mais c'est un sujet très important. Et il semble qu'on va rester dans cette approche quand même dans l'après-2020. Repenser l'utilisation des filets de sécurité. Là aussi, la gestion régionale, l'implication des acteurs. Je vous rappelle que dans les fruits et légumes, les organisations de producteurs peuvent faire du retrait sur les marchés. Donc effectivement, on peut avoir des acteurs privés qui peuvent faire de l'intervention publique, de l'intervention sur les marchés. Est-ce qu'on peut aussi réfléchir dans cette approche, dans ce sens-là? Et une boîte à outils sur la volatilité, les outils de gestion des risques. Alors là, on a une grande palette, donc je ne vais pas plus loin sur cette palette. La négociation collective et les contrats types, je l'ai déjà évoqué. Alors je l'ai mis dans ce sens-là l'intervention du secteur bancaire. Alors je ne parle pas nécessairement du secteur bancaire privé, mais il y a aussi, vous savez, l'European Investment Bank, la Banque européenne d'investissement. Comment développer des outils qui protègent le capital, dont le foncier, quand vous avez des exploitants qui doivent investir, qui doivent se développer, qui doivent développer de nouvelles techniques. Et là, effectivement, on a un effet très important à approfondir dans le cadre de la prochaine PAC. Et enfin, le dernier point, je reste plus sur une question ouverte et vraiment une inconnue sur les interpros, qui au niveau européen doivent reposer d'abord sur des enjeux économiques. Il est clair, ça doit être d'abord des projets économiques. Donc est-ce que ça veut dire que les textes tels qu'ils sont écrits aujourd'hui sont suffisants pour susciter ces projets économiques et faire en sorte que les interpros deviennent vraiment des outils d'organisation des filières, pas uniquement au niveau national, mais aussi au niveau européen? Voilà, j'arrête là, merci. Top, chrono. Merci Arnaud, vous pouvez l'applaudir. Revenez à nos côtés. Bon, c'était utile de planter le décor, d'abord pour rappeler à quel point ce qu'était la politique agricole commune n'est quand même plus tout à fait ce qu'elle a été. Elle est plus vraiment agricole, vous l'avez dit, enfin pas uniquement agricole, elle est plus complètement commune non plus, parce que vous l'avez dit aussi, il y a beaucoup de choses qui se décident ailleurs. Vous avez évoqué la gestion des marchés qui représente plus qu'une toute petite partie, alors que c'était quand même une composante essentielle, voire même l'essence peut-être, hein, on peut le dire comme ça. Vous avez évoqué le fait qu'il y a moins d'encadrement de l'offre, et d'ailleurs j'ai noté très sournoisement cette petite question, alors je vais la laisser en l'air, je ne vais pas vous demander votre avis parce que je pense qu'on l'a compris, c'est l'abandon de la gestion de l'offre est-elle négative en soi ? Puisqu'on entend beaucoup de choses sur le sujet, le simple fait de poser la question de cette manière donne un élément de réponse. Par contre, il y en a une que vous avez laissée en l'air, et je voudrais juste que vous nous donniez quelques éclairages supplémentaires. La question de la contractualisation, il faut l'améliorer, dites-vous, dans un monde idéal. Que faudrait-il en faire ? Sur quoi on peut l'améliorer ? Prenez le micro, ça sera beaucoup mieux, sinon... voilà. Il y a 2 éléments, c'est que la contractualisation est un élément de transparence des marchés. Malgré tout, aujourd'hui... Elle est consubstantielle de cette évolution vers les marchés, c'est ce qu'il faut comprendre ? Oui, tout à fait. En tous les cas, de votre point de vue. Tout à fait, de notre point de vue. Donc, transparence sur les marchés. Et deuxièmement, ça peut permettre aussi de réfléchir à plus ou moyen long terme. Un contrat, est-ce qu'un agriculteur est un producteur au jour le jour d'une matière première ? Est-ce que l'industriel qui transforme n'achète qu'au jour le jour, ou on peut avoir des contrats sur plus ou moins long terme ? Alors là, je ne dis pas si ça des mois ou des années, mais sur plus ou moins long terme, sur l'intérêt d'avoir une production localisée qui permet à l'outil industriel aussi d'être rentable.
Donc le contrat peut permettre aussi d'avoir cette discussion, ce dialogue, cette négociation entre des agriculteurs, producteurs et des transformateurs. Oui, mais le besoin d'investissement, tant pour le producteur que pour le transformateur, écarte de fait le jour. Ou pas? Pas totalement, puisqu'on se rend compte aujourd'hui dans la filière laitière, par exemple, et le souci aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a eu un échange, un dialogue où l'industrie produisait parce qu'on va pouvoir transformer, on aura les marchés, et puis aujourd'hui, il n'y a plus les marchés. Donc les agriculteurs ont investi, les entreprises se retrouvent avec, en short, je dirais, sur les marchés, et on ne sait pas comment faire pour gérer ça. Et on le voit aujourd'hui, le commissaire a mis en place l'article 222 et il se plaint qu'il n'arrive pas à se mettre en place dans les États membres. Donc c'est bien qu'il y a une question de dialogue entre les opérateurs.